Merci de rester avec nous. Bonsoir si vous nous rejoignez pour la suite de cette soirée spéciale élection municipale 2020. Premier tour dans le Nord et le Pas-de-Calais, le tout dans un contexte tout à fait particulier. C'est reparti pour 45 minutes de résultats. Beaucoup nous sont parvenus, vous allez le voir. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet de France 3 Hauts-de-France. Des images, des réactions, des analyses. Nos équipes sont toujours mobilisées dans nos villes du Nord et du Pas-de-Calais malgré ce contexte inédit pour remplir leur mission d'information. Et tout d'abord, on revient sur les principaux temps forts de ce début de soirée en images. Un point sur la participation. Elle est en berne dans le Nord, 34,85%. Dans le Pas-de-Calais, 46,04% des électeurs ont glissé leur bulletin dans l'urne. On va aller à Lens où Sylvain Robert, le maire sortant, est en lice pour un nouveau mandat. Qu'en est-il sur place ? 55,48%. Vous l'avez vu, le maire de Lens sortant PS est donc réélu dès le premier tour. Le vice-président du parti de Marine Le Pen, Steve Briouat, est-il bien parti pour un second mandat ? Je me tourne vers vous, Hélène Tonaillet. Ici, pas encore de résultats officiels, mais la rumeur dit qu'effectivement, Steve Briouat sera réélu avec un très beau score. La liste emmenée par moi-même, 14 257 voix, soit 64,04%. Martine Aubry est créditée de 28,8% des voix. Elle arrive donc bien en première place, mais avec une avance un petit peu moins importante que celle qui avait pu être donnée dans les premiers sondages lors de la campagne. Pouvez-vous nous donner les scores dans la ville de Denain ce soir, Agnès Dufour ? C'est une victoire très nette dès le premier tour pour mon équipe, fière d'être denaisien. Être de Denain, c'est une fierté. Moi, j'entends la maire de Denain de parler de l'intelligence des Denaisiens qui l'ont élu avec 55%. Moi, je pourrais lui parler de l'intelligence des Héninois, puisque selon les informations que j'ai, Steve Briouat est réélu avec plus de 75%. Je pense que c'est la reconnaissance du travail accompli et puis aussi sans doute pour les Dunkerquois une ambition d'aller plus loin parce qu'il y a encore des choses à faire sur le territoire dunkerquois. A priori, Gérald Darmanin est élu au premier tour ce soir à Tourcoing. Natacha Bouchard, 9 345 voix, 50,24%. Je suis élu avec toute mon équipe à plus de 60% au premier tour. C'est évidemment un score qui nous oblige. J'espère que c'est une victoire modeste pour que l'équipe municipale continue à travailler pour cette très belle ville de Tourcoing. Vous l'espériez, cette victoire au premier tour, ou est-ce une surprise ? Écoutez, je n'osais pas y croire. Je l'espérais du fond de moi-même, bien évidemment, après tout l'investissement que j'ai apporté durant ces 6 dernières années. Je remercie du fond du cœur les habitants pour cette marque de confiance. Ce plébiscite est le fruit d'un travail quotidien et d'un bilan tout à fait incontestable. Et voilà pour les temps forts de cette première partie de soirée. Des surprises, il y en a encore, comme à Bruay-la-Buissière, où le candidat du Rassemblement national, Ludovic Pajot, obtient 38% des suffrages exprimés à l'issue de ce premier tour. Ludovic Pajot, que nous rejoignons tout de suite en direct. Comment réagissez-vous à votre score ce soir ? Ludovic Pajot, vous m'entendez ? Visiblement, Ludovic Pajot ne nous entend pas. On reviendra vers lui dans quelques instants. Auparavant, je vous propose de revenir sur cette question. Y aura-t-il un second tour ? Édouard Philippe a annoncé à 20h55 qu'une consultation des experts et des partis aurait lieu en début de semaine pour décider. On l'écoute. Le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l'épidémie qui nous frappe. C'est la raison pour laquelle, demain, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Je réunirai à nouveau, en début de semaine, le conseil scientifique, puis je consulterai
les représentants des forces politiques. Et voilà, le débat est lancé. On fait le point avec vous, Noélie, car d'autres voix politiques s'élèvent ce soir. Oui, tout à fait. Tout d'abord, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, a appelé au report du second tour, l'heure étant, selon elle, à la guerre sanitaire, mais elle souhaite considérer comme acquises les victoires du premier tour. Quant au chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il ne semble pas se prononcer pour ou contre, mais il demande une décision rapide sur l'annulation ou non du second tour des élections municipales. Il a plaidé pour que la démocratie ne soit pas mise entre parenthèses. Une chose est sûre, le gouvernement devrait trancher d'ici mardi. Merci beaucoup Noël. Pierre Mathieu, que penser de ce débat lancé ce soir ? Alors d'abord, si une décision doit être prise rapidement, puisque je rappelle que pour les deuxièmes tours, il faut que les listes soient déposées mardi pour 18h, donc il faut que la décision soit prise demain, sinon on va se retrouver en grande difficulté. Première remarque. Deuxième remarque, il faut trouver le fondement juridique à cette décision, parce qu'on ne décide pas comme ça de reporter, pas d'annuler, de reporter le deuxième tour des élections. Bien sûr, troisième remarque, les résultats du premier tour seront acquis. Qu'il y ait un deuxième tour ou pas, le premier tour sera joué. Et dernière remarque, il me semble que si on devait reporter ce deuxième tour, ça serait d'abord pour des raisons sanitaires et pas parce que le premier tour aurait conduit à une forte abstention. Parce que sinon, dans l'histoire de notre pays, à chaque fois qu'on a une forte abstention au premier tour, on devrait dire faut reporter le deuxième parce qu'il faut être sûr que les gens participent. Donc je pense que la seule raison objective d'envisager le report du deuxième tour, c'est une montée en puissance de la politique de gestion de l'épidémie de Covid-19 qui conduirait le gouvernement à décider ou à considérer qu'il ne faut pas qu'il y ait de rassemblement dans les bureaux de vote la semaine prochaine. En précisant une dernière chose, c'est que probablement que entre 75 et 80% des élections seront jouées ce soir en France. Il n'y aura que dans les grandes villes où en général ça ne sera pas joué. Voilà donc des voix qui s'élèvent dans le monde médical, dans le monde politique. On va poser la question au nordiste Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français qui est avec nous ce soir depuis Paris. Merci beaucoup. Vous, quel est votre point de vue sur ce second tour ? Faut-il le repousser ? Nous avons dit ce soir, plusieurs responsables politiques, que la décision, elle devait être prise ensemble, comme ça a été à peu près jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'unité nationale sur les décisions à prendre, y compris les plus difficiles. En ayant les connaissances, en ayant les informations, nous pouvons prendre les décisions ensemble. Le Premier ministre s'est engagé à nous réunir, à nous donner les éléments d'information et on pourra prendre la décision, je l'espère, lundi ou mardi au plus tard. Avez-vous par ailleurs des résultats partiels ou définitifs sur vos candidats en lice dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Oui, il y a quand même une tendance qui se dessine, c'est que là où la gauche a décidé de s'unir, eh bien, on sait que l'union fait la force, mais l'union, elle gagne aussi. Et donc, dans de nombreuses villes, c'est cette union des forces de gauche qui l'emporte. C'est le cas derrière des maires communistes, comme à Saint-Amand-les-Eaux, ma ville d'abord. C'est à elle que je pense, parce qu'ils sont en train là de fêter la victoire à Saint-Amand avec Alain Bocquet, mais c'est aussi le cas à Rheims, à Try-Saint-Léger ou dans des communes du Pas-de-Calais, à Avion, à Méricourt. Mais la gauche unie, elle a aussi gagné à Lens ou à Denain. Et Lens, je crois, parce que je n'avais pas eu le résultat définitif, mais je crois que c'était fait. Et donc ce sont des bons signes, justement, parce que le Front National avait décidé de gagner ces villes. Et on voit que l'extrême droite, dans le bassin minier, comme dans toute la France, est en recul. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Parti communiste français qui fête ses 100 ans cette année. Donc, selon vous, il n'est pas en fin de vie ? Non, est-ce que j'ai l'air d'être en fin de vie ? Vous rigolez ou quoi ? Je ne parlais pas de vous, Fabien Roussel, je parlais du parti. Non, mais bon... oui, mais les communistes, ils sont là en chair et en os devant vous. Il y a 651 maires communistes, 5000 élus à peu près dans notre pays, 50 000 militants. Nous sommes une force qui compte, qui a mené une belle bataille contre la réforme des retraites qui n'est pas terminée. D'ailleurs, ça a dû certainement peser dans le choix des électeurs. Ils ont reconnu chez les communistes et les militants syndicaux, et nous sommes souvent ensemble pour défendre le monde du travail, le monde ouvrier, et les conquêtes sociales. Eh bien, ça compte dans le scrutin. Et non, le Parti communiste, non seulement il n'est pas mort, mais il a encore une belle vie devant lui, et ce sera important pour les années qui viennent dans notre pays.
Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et donc le Parti communiste n'est pas mort, il était en chair et en os devant nous. Voilà. Charlotte Lecoq, députée de La République En Marche, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, que pensez-vous? Faut-il repousser ou non le second tour? Le débat est ouvert. Moi, je pense qu'il faut avoir la même méthode qu'au premier tour, c'est-à-dire se poser d'abord la question des conditions sanitaires. Est-ce qu'elles sont remplies ou pas pour pouvoir le faire en toute sécurité pour les Français, pour les électeurs. Quand on voit ces scènes de liesse dans les mairies, ce soir, ça pose question. On voit bien que là, les Français ont encore beaucoup à intégrer, à vraiment prendre conscience de la situation. Moi, je l'ai vu et encore beaucoup entendu en échangeant avec les maires là aujourd'hui. Les Français n'ont pas encore assez intégré qu'on doit absolument respecter tous les gestes barrières, rester chez soi au maximum. C'est encore très compliqué. Donc peut-être que effectivement donner ce signal que les municipales de deuxième tour ne veulent pas se faire tout de suite, c'est un élément pédagogique pour vraiment faire prendre conscience aussi de la situation. Mais encore une fois, c'est des experts en fait, c'est donner la parole aux experts pour pouvoir éclairer des décisions qui doivent rester rationnelles dans un contexte de crise tel que celui qu'on vit. Merci beaucoup. On m'indique maintenant que Ludovic Pajot va nous entendre. Alors, on va tester tout de suite en direct de Bruay-la-Buissière. Ludovic Pajot, bonsoir, m'entendez-vous? Bonsoir. Oui, très bien. Alors, une des surprises de cette soirée, c'est votre score ce soir à Bruay-la-Buissière. 38% des suffrages exprimés. Quelle est votre réaction? D'abord, vous dire qu'on a fait mentir les sondages qui donnaient Bernard Caillot en tête à ce premier tour de ces élections municipales, malgré un contexte avec une abstention très importante et une prime au maire sortant. Nous arrivons en tête ici à Bruay-la-Buissière, largement. Et donc, j'espère que les habitants de Bruay-la-Buissière vont se mobiliser au deuxième tour pour créer l'alternance et enfin redonner un nouvel élan à notre ville qui en a besoin, puisqu'ici, il n'y a jamais eu d'alternance dans cette ville. Je pense que les habitants ont besoin de plus de sécurité, d'un cadre de vie amélioré et enfin d'un dynamisme retrouvé, ce qui n'est pas le cas actuellement avec la municipalité sortante. Le maire qui appelle un front républicain pour le second tour, qu'en pensez-vous? Moi, j'appelle les abstentionnistes à se mobiliser pour ce deuxième tour parce que c'est eux qui feront ces élections pour ce deuxième tour. Que le maire appelle à voter pour Bernard Caillot, ça ne me choque pas puisqu'ils étaient ensemble, ils ont géré la ville ensemble. Bernard Caillot et Olivier Vitage ont voté les budgets de la collectivité depuis de nombreuses années. Ils appartiennent au même système. Et moi, je dis aux habitants de notre ville, s'ils veulent renverser ce système et créer l'alternance, il faut une mobilisation importante pour ce deuxième tour lors de ces élections municipales. Merci beaucoup Ludovic Pajot d'avoir répondu à nos questions en direct ce soir. Et Christelle Massin, fin du suspense dans certaines communes. Oui, tout à fait. On l'évoquait tout à l'heure, Vierna, la réélection à Calais de Natacha Bouchard avec ce score, 50,3%. La ville est restée donc aux mains de la maire sortante. Elle était il y a quelques minutes sur notre antenne. À noter une réélection, mais avec une faible participation, un peu plus de 37%. Du côté de Carvin, dans le Pas-de-Calais, il y avait 4 listes. Philippe Kemmel, le maire sortant, est réélu avec plus de 56% des suffrages. Il avait réussi à réunir le PC et le Parti socialiste. On découvre ensemble les résultats des autres listes. Partons à présent faire un tour du côté de Courrières. Une situation, on peut le dire, inédite avec un maire sortant face à son adjointe à la culture. Eh bien, Christophe Pilch a été réélu très largement. Le maire sortant avec 75,9%. À noter qu'il occupe ce fauteuil depuis 2003. Alors, une ville très importante, direction Douai, dans le Nord. On se souvient qu'il y a 6 ans, Frédéric Chéreau était le maire qui avait réussi à faire basculer la ville à gauche. Eh bien, il arrive en tête ce soir, mais avec un peu moins de 35% des voix. Juste derrière lui, Colline Creil, qui est une trentenaire qui est soutenue par la République En Marche, avec 19,6% des suffrages. On rappelle que dans la cité de Gaillan, 6 listes s'affrontaient. Et puis, direction Maubeuge, à présent, c'est 30 000 habitants au cœur de la Sambre avesnois. Cette liste
liste en compétition, dont le maire Arnaud Decany, qui arrive en tête ce soir avec 42,8% des suffrages. Il est en ballottage et juste derrière lui, Rémi Pauvros, qui voulait récupérer son fauteuil pour un troisième mandat. 6 listes étaient mobilisées pour Maubeuge. Merci beaucoup Christelle et j'espère que vous avez tout retenu. Le monsieur retraite du gouvernement, Laurent Pietraszewski de La République En Marche, anciennement député du Nord, nous a rejoint. Bonsoir et merci d'être avec nous. On l'a compris, la question se pose, y aura-t-il ou non un second tour? Va-t-il être reporté? Votre avis personnel sur cette question? J'entends votre question et d'ailleurs Charlotte Lecoq l'a dit tout à l'heure, je crois avoir entendu aussi Fabien Roussel le dire. Et c'est très bien d'ailleurs que l'ensemble des acteurs politiques s'expriment sur le sujet. D'abord dire que ce vote, cette journée d'élection s'est bien passée dans le respect des règles sanitaires qui avaient été données par le gouvernement. Et je crois qu'il faut remercier les maires, les équipes municipales, les personnels des municipaux qui ont permis tout cela. Et ça, c'est très important. À la Chapelle d'Armentières, où je suis allé voter, comme dans de nombreuses communes où j'ai eu des retours, je sais que ça s'est bien passé, c'est très important. Beaucoup de discipline dans les bureaux de vote, visiblement, et ça, c'est plutôt rassurant. Moins ce soir, on le voit dans les mairies, avec des comportements pas forcément très civiques. Ça montre que nous avons un point de vigilance collectif face à cette crise sanitaire. Il faut que nous soyons attentifs à respecter ces gestes barrières, ces pratiques barrières qui font qu'à la fois on se protège soi-même, mais on protège aussi tous ceux qui sont dans notre environnement. C'est pour ça qu'il faut mettre de la distance, cette distanciation sociale, de se tenir à 1 mètre, à la fois ne plus se serrer les mains, ne pas s'embrasser. Si ce n'est pas respecté, voilà. Faut-il passer au confinement total? Est-ce envisagé par le gouvernement? On voit bien que, et d'ailleurs le Premier ministre l'a dit, on voit bien que pour un grand nombre de nos concitoyens, ça a été difficile de passer à l'application de ces gestes barrières. C'est pas spontané. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Moi-même, j'en fais partie. Moi aussi, j'aime être avec des amis, débattre, voilà, et donc être en proximité, dire bonjour. Je crois que nous avons eu du mal à rentrer dans ces pratiques. Je crois que nous en prenons conscience collectivement. Moi, je l'ai vu aujourd'hui dans les élections. Il faut qu'on soit attentif à cela. Nous avons une responsabilité collective. Il faut qu'on soit solidaire face à cette crise sanitaire. On verra bien ce que décidera le gouvernement. Bien sûr, vous savez, quand on est au gouvernement, et j'en fais partie, nous assumons toutes nos responsabilités. Comment pratiquons-nous les décisions? Comment sont-elles construites, ces décisions? Elles sont construites parce que nous écoutons un conseil de scientifiques, d'épidémiologistes qui viennent nous renseigner, qui viennent nous conseiller. Et c'est sur cette base-là que nous avons décidé de maintenir ce premier tour des élections municipales. Nous verrons donc, nous avons entendu le Premier ministre tout à l'heure, nous verrons donc ce qu'ils nous diront demain et dans les jours qui viennent, car vous voyez bien, nous voyons bien ensemble, collectivement, que cette crise est très évolutive. J'en profite effectivement pour vous donner le bilan en France qui grimpe à 5423 cas et 127 morts. Et pour les Hauts-de-France, selon nos confrères de La Voix du Nord, 525 cas et 33 décès. Ce soir, c'est le bilan dans les Hauts-de-France. Véronique. Oui, on accueille également Karine Trottin sur notre plateau qui a succédé à Fabien Roussel à la tête du PC du Nord. Fabien Roussel avait l'air de se réjouir de relativement bons résultats pour le Parti communiste, en tous les cas les villes que vous gérez. Il y a une grosse incertitude quand même et le ballotage n'est pas favorable. C'est à Seclin, c'était un petit peu attendu puisque manifestement Bernard Debreu a, disons, semer la dissidence d'une certaine manière. Vous vous attendez à ce qu'un futur second tour plus tard ne se passe pas bien? Oui, il y avait certaines villes qu'on avait pointées comme étant difficiles. Bon, on sait que c'est pas les forces du Parti communiste sont pas essentiellement tournées vers la métropole lilloise. Elles sont un peu plus dans le bassin minier. Et dans le Valenciennois. Dans le Valenciennois et dans le Douaisis. Donc on savait que pour Seclin, ça serait un peu difficile. Je vois que Bernard Debreu est en ballottage, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'avouer vaincu à une semaine de l'échéance. Si deuxième tour, il y a bien la semaine prochaine. Et on continuera à travailler avec les équipes qui sont en place pour
pour essayer d'inverser cette tendance. Alors un ballottage à 40% pour le divers droite, à 40% pour nous, on est vraiment au coude à coude sur le coup. C'est pour ça qu'il n'est pas favorable ce ballottage néanmoins. Vous-même êtes en bonne position à LM, ville associée à Lille, puisque la liste sur laquelle vous êtes avec le Parti socialiste, le candidat du Parti socialiste arrive en tête. Les scores lillois, donc le score de Martine Aubry que vous soutenez, ne vous a-t-il pas déçu ? C'est vrai que dans les derniers sondages, et encore cette semaine est sorti un dernier sondage qui la mettait en tête à hauteur de 35%, voire même 37%. On n'a pas trop l'habitude de s'arrêter au sondage, et heureusement, on voit qu'il y a quand même des surprises qui peuvent se créer. C'est sûr que les résultats ne sont pas encore définitifs pour Lille. On peut encore espérer peut-être un regain, mais il y a peut-être une déception de ce côté-là, oui, en effet. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux, vous-même ? Une alliance PS, PC, donc Aubry, Vert et LFI qui fusionnerait, ou bien vous imaginez bien qu'entre Martine Aubry et la France Insoumise, ça ne peut pas le faire ? Alors dès le départ, le Parti communiste a appelé au rassemblement de la gauche. On a construit donc dans de nombreuses villes ces rassemblements qui vont donc bien entendu du PC, de la France Insoumise, des Verts et du Parti socialiste. Monsieur Bernalicis a indiqué Fâche tout à l'heure, mais il y en a d'autres. On pourrait parler par exemple de Marc en Barreul. Bien entendu, on continuera, nous, en tant que Parti communiste, de travailler au rassemblement de la gauche le plus large possible, et ce pour le deuxième tour, comme nous l'avons fait pour le premier. Et vous, pour terminer, allez-y. Voilà, comme responsable des communistes du Nord, vous êtes favorable au report du second tour ? Alors, je pense que déjà, je souhaiterais que ce soit les experts qui s'expriment, parce que c'est eux qui doivent nous dire aujourd'hui s'il s'agit de reporter le deuxième tour. Et bien entendu, c'est le principe de précaution pour moi qui prévaut. Donc, on sait que les dispositions ont été prises dans les bureaux de vote et qu'en pratique, ça a été très, très bien respecté. On voit que peut-être le décalage va se créer dans les rassemblements du soir. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, mais c'est sûr que j'attendrai du coup la décision des experts, enfin en tout cas l'avis des experts et la décision au niveau national de nos chambres pour ce deuxième tour, en espérant que ce soit le plus rapidement possible, bien sûr. Merci beaucoup. Marine Le Pen y était aujourd'hui pour voter. On repart à Hénin-Beaumont, où, je vous le rappelle, Steve Briouat a été élu avec plus de 70% des suffrages exprimés dès le premier tour. Hélène Tonneillet, vous êtes sur place. L'ambiance semble moins festive que tout à l'heure. Oui, tout à fait. On nous a bien dit que l'heure n'était pas à la fête, même si la soirée dure un petit peu. Il n'y a plus que quelques personnes qui sont présentes dans la salle. Et pour cause, donc, il y a plusieurs cas de coronavirus, dont le premier qui était détecté à Hénin-Beaumont. Alors, malgré tout, les militants sont très satisfaits. C'est un plébiscite pour Steve Briouat avec 74,21% des voix, 24 points de plus qu'en 2014, mais 250 voix de moins compte tenu de l'abstention. C'est un beau score pour la vitrine du RN qui est Hénin-Beaumont. Visiblement, Steve Briouat a bénéficié de la prime au maire sortant. Cette victoire, c'était un enjeu, évidemment, pour le RN, mais l'autre enjeu était de réussir à gagner des villes autour, des villes du bassin minier. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Seul Ludovic Pajot, vous l'avez dit, arrive en tête, donc à Bruay-la-Bussière. Merci beaucoup, Hélène. Pierre Mathiot, notre politologue, je me tourne vers vous. Quels enseignements tirer des premiers résultats de cette soirée ? Alors, si on met de côté, on va, je pense, en reparler d'ici 23h, mais si on met de côté la question de la participation, qui est très faible d'une part, et la question du devenir du deuxième tour, qui est une question importante. Je pense que ce qu'on constate de façon assez incontestable, c'est une énorme prime au sortant, avec des scores qui parfois dépassent 80% dans certaines communes. Ça, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, la réaction du Parti communiste va dans ce sens-là, parce que le Parti communiste avait beaucoup perdu en 2014, et là a pu s'appuyer sur ces maires sortants qui étaient extrêmement connus et dans leur ville, et ils ont pratiquement conservé toute leur ville dès le premier tour, ce qui était quand même impensable il y a encore quelques semaines. Voilà, il y a cette dimension-là. Et après, il n'y a que quelques villes, finalement, dans lesquelles un doute ou un suspense va avoir lieu au deuxième tour. Alors, c'est assez intéressant parce que, par exemple, on a Bruay-la-Bussière. Par rapport à Lens, si vous me permettez cette comparaison, Lens, le maire sortant se représente
Et alors même que le FN avait fait 42% aux européennes, le maire sortant socialiste fait 55% au premier tour. Alors qu'à Bruay-la-Bussière, il faut le savoir, le maire historique avait démissionné il y a quelques semaines ou quelques mois. Il a été remplacé dans des conditions un petit peu compliquées. Il y a eu un affrontement à gauche au premier tour et hop, le candidat Front National, là, en profite. Vous voyez, il y a Douai, également, il y a Seclin. Donc il y a quelques rares cas. À chaque fois, c'est des problèmes de transmission de pouvoir ou d'héritage. C'est des problèmes de dissidence. Mais sinon, dans 95% des villes de plus de 5 000 ou de plus de 10 000 habitants dans notre région, c'est d'une stabilité absolument remarquable. J'aurais une autre question à vous poser dans quelques instants. Je voudrais profiter de la présence de Laurent Pietraszewski, mais tout d'abord des résultats avec vous, Christelle. Oui, tout à fait, Diana, et direction Wattrelos pour commencer. Eh bien, les Wattrelousiens, on va le voir, sont restés fidèles à Dominique Barre, à la liste Dominique Barre SED, le premier tour avec 51,6% des suffrages. Donc, Dominique Barre, maire sortant d'Hiver Gauche, qui est soutenu, on le rappelle, par La République En Marche. À noter qu'il y a un taux d'abstention record dans cette ville, seulement 29%. De participation. Direction Seclin, à présent, et une des questions, c'était Seclin va-t-elle rester communiste, dernière ville communiste de la métropole lilloise. Le maire sortant, c'est Bernard Debreu. Eh bien, il n'arrive pas en tête ce soir. Il est devancé de quelques décimales par la liste de François-Xavier Cadar. Bernard Debreu arrive en deuxième position. Il faut dire que sa majorité avait éclaté pendant le mandat et que François-Xavier Cadar est son opposant historique. Direction direction Saint-Noble maintenant près de Douai avec une réélection, celle de Christophe Dumont d'Hiver Droite avec 75,4%, une très large réélection, mais là encore un taux de participation très faible. Et puis un dernier résultat qui nous vient cette fois de Wascal. Stéphanie Ducré est la candidate sortante. Elle arrive en tête, mais elle est mise en ballottage, 47,13%. Elle avait face à elle 3 candidats de centre droit et un d'Hiver Gauche. On se souvient que l'élection avait été annulée en 2014 et que Stéphanie Ducré était repassée de justesse. Merci beaucoup, Christelle. Alors, Pierre Mathiot, la question que je voulais vous poser, c'est quel enjeu pour La République En Marche dans ce scrutin? A priori, c'est renforcer son implantation locale. Alors, est-ce que c'est plutôt bien ou plutôt mal engagé? Je fais attention parce que j'ai un voisin qui est quand même membre du Justement, gouvernement. on l'invitera à réagir. Alors moi, je pense qu'avant le premier tour, La République En Marche, depuis quelques semaines, avait changé sa stratégie. Il y a encore quelques mois, la stratégie était clairement de conquérir le plus de villes possible sous l'étiquette LREM. Et puis la stratégie a changé au fur et à mesure, disons, d'un certain nombre de difficultés du gouvernement, et on est plus passé à des logiques de soutien à des candidats qui n'étaient pas LREM, de participation à des listes, disons, hétérogènes parfois. Et donc il y a finalement assez peu de candidats En Marche qui menaient des listes. Il y a Violette Spielbout à Lille. Gérald Darmanin, on va retrouver vraiment dans le dire. Un instant, voilà, donc au fond, j'allais dire que La République En Marche pouvait difficilement perdre aujourd'hui, dans la mesure où ils ne détenaient pratiquement aucune ville. Ils espéraient conquérir sur les 2 tours. Je pense qu'ils ne vont pas en conquérir énormément dans la région et en France, notamment du fait du contexte politique national. Alors, M. Pietraszewski, c'est une défaite annoncée ou pas pour La République En Marche? Vous savez que La République En Marche est un mouvement jeune, qu'il existe dans le paysage politique depuis un peu plus de 2 ans. Et donc, nous avions là à réussir un ancrage local. Et nous voyons bien que ça soit au travers des performances de la liste conduite et du projet mené par Violette Spielbout à Lille, qui va être proche de 20%, de celui de Colin Creil à Douai, qui va être aussi proche de 20%. On voit que tous ceux que nous avions décidé de soutenir, comme Dominique Barre, sont aussi réunis, mais c'est vrai aussi du maire de Dunkerque. La réalité, c'est que La République En Marche ancre son existence dans les territoires de notre région, et c'est ce que nous dit ce scrutin. Certains vous reprochent d'adopter la politique du coucou, c'est-à-dire on va faire son nid ailleurs. Je pense que on a une existence politique qui se base sur
En même temps. Et en même temps, ça veut dire que nous estimons qu'il y a des personnalités et des idées intéressantes dans ce qui constitue la famille politique de droite et des personnalités et des idées intéressantes dans ce qui constitue la famille politique de gauche. Et d'ailleurs, c'est bien parce que les Français en avaient un peu assez de ces alternances sur le fond peu productives pour notre pays qu'ils ont choisi de nous donner les responsabilités du pouvoir en 2017. Et c'est ce que nous continuons à faire aussi dans ces élections municipales. La République en marche, qui a une liste à Lille conduite par Violette Spilbout, que l'on rejoint tout de suite en duplex. Violette Spilbout, bonsoir et merci d'être avec nous. Je rappelle qu'a priori, selon les scores quasi définitifs, me semble-t-il, vous seriez en 3e position avec 18% des suffrages exprimés. Martine Aubry en tête avec 29%. Stéphane Bally pour la liste verte avec 25%. 18% pour vous. Comment réagissez-vous? Est-ce un bon, un mauvais score, au-delà ou en deçà de vos attentes? Eh bien, écoutez, c'est un score extrêmement positif qui est la véritable reconnaissance des 2 ans de campagne que nous faisons avec l'équipe de Lillois Faire Respirer Lille. Une équipe très rassembleuse avec effectivement La République En Marche, le MoDem, l'UDI et aussi les sociodémocrates lillois et puis plein de nouveaux visages de la politique sans étiquette qui s'engagent autour de Faire Respirer Lille pour un vrai enjeu de défi climatique, de transition écologique à Lille et puis aussi de renouvellement des méthodes démocratiques dans notre ville. Et qu'envisagez-vous pour le second tour s'il a lieu dimanche prochain? Eh bien, nous travaillons bien sûr à des projets éventuels d'alliance avec ce qu'aujourd'hui je n'appellerais plus un concurrent, mais plutôt une liste avec laquelle nous partagerions des convergences, celle de Lille Verte avec Stéphane Bally. Je lui ai proposé une rencontre, bien sûr parce que nous avons comme convergence la transition écologique et aussi le renouvellement des méthodes démocratiques ensemble, une nouvelle façon de faire la politique face à une maire sortante qui est dogmatique, qui est autoritaire et qui, par son manque de dialogue, eh bien, arrive péniblement aux 30%. Ça veut dire que 70% des personnes qui ont voté aujourd'hui ne souhaitent pas la voir à nouveau maire de Lille. C'est vraiment un signe fort pour nous, qui sommes les nouveaux visages, les nouveaux prochains élus locaux, que nous avons notre chance et que nous pouvons créer une nouvelle offre politique, une alternance politique à Lille. Excusez-nous, mais on s'attendait à ce que vous tendiez plutôt la main à Marc-Philippe Daubresse qui conduisait une liste de centre droit. Non, vous lui tournez le dos. Et c'est à la liste verte que vous souhaiteriez tendre la main. Nous, vous savez, on fait de la politique de façon authentique, avec beaucoup de Lilloises et de Lillois qui m'entourent, qui s'engagent pour la première fois parce que nous avons des valeurs, une colonne vertébrale. Nous ne voulons pas faire des alliances contre nature. Marc-Philippe Daubresse, pour qui j'ai beaucoup de respect, a aujourd'hui fait un trio, la greffe n'a pas pris, avec des personnalités qui ne partagent pas les valeurs de notre collectif Faire Respirer Lille. Voilà, donc nous souhaitons sortir de la vieille politique, des petites alliances entre amis pour des postes. Nous, notre sujet, c'est de créer un mouvement nouveau, fort, un mouvement qui recrée de l'espoir pour les Lillois et qui redonne une chance à Lille. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité historique pour l'ensemble des Lillois de créer l'alternance et ce sera avec Faire Respirer Lille. Merci beaucoup Violette Spilbout d'avoir réagi ce soir en direct pour nous. Je me tourne à présent vers Patrick Kanner, président du groupe PS à l'Assemblée. Bonsoir et merci. Au Sénat. Ouais, au Sénat, excusez-moi. L'Assemblée peut-être prochainement, mais pour l'instant c'est le Sénat. C'est vrai, le seul lieu de contre-pouvoir dans ce pays. Il commence à être tard et tout va très vite. Alors on vient d'entendre Violette Spilbout qui veut donc tendre la main, et ça c'est une surprise, à la liste verte. Est-ce là le pragmatisme façon La République En Marche? Oui, La République En Marche, ça ose tout. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît. Et en l'occurrence, Madame Spilbout rêve. Elle n'a parlé que de dégagisme depuis 2 ans à l'encontre de son ancienne patronne, Martine Aubry. Ça n'a pas réussi. Martine Aubry est numéro 1 aujourd'hui dans sa ville. Madame Spilbout va être à la tête d'un groupe de 5 personnes sur la base du résultat qui est le sien ce soir. Et s'il y a un second tour, on pourra en parler tout à l'heure, que ça mérite aussi un vaste débat entre nous. Donc, Madame Spilbout a fait un score honorable. Après une belle campagne, je le dis très, très simplement et avec beaucoup d'honnêteté, mais voilà, ça n'a pas passé. Les Lillois n'en veulent pas et la ville est à gauche, majoritairement à gauche, par rapport à une démarche de droite qui est portée par Mme Spilbout. Laurent Pietraszewski, La République En Marche, ose tout?
Oui, vous savez, c'est tous ceux qui sont dans la politique depuis 30 ans, qui ont fait vœu d'en faire leur métier, qui veulent surtout pas, évidemment, laisser la place à d'autres parce que ça leur pose question. Je crois que l'esprit de renouvellement que porte Violette Spielbout, c'est cela, justement, c'est qu'on soit dans des perspectives. Vous savez, je crois, moi, je fais cet engagement, cette mission en politique depuis moins de 3 ans. J'avais eu un métier avant, j'en aurai certainement un autre après. Et c'est cela qu'on envie aussi de voir arriver les Français en matière de... Non, un peu amateur. L'amateurisme, c'est quand on dit qu'on va faire baisser le chômage et puis qu'au final, ça a augmenté. Donc ça, c'est les vrais amateurs, c'est ceux qui racontent des balivernes et qui, au final, se font rattraper par le vote citoyen. Mais moi, je regarde simplement les résultats de 2017 et puis si ça avait bien fonctionné, on l'aurait vu dans les résultats. Moi, je vois vos résultats ce soir. Je vais essayer de finir, mais la difficulté, y compris et notamment dans le Nord. Avec Patrick Canard, c'est qu'il pense que s'il parle beaucoup quand je parle, on va le comprendre. Non, moi, je pense que s'il me laisse parler, après il pourra parler, et je sais qu'il a beaucoup de qualités pour s'exprimer. Donc nous sommes dans une autre réalité que celle de la maire actuelle. J'entends bien, elle a multiplié les mandats. Voilà, j'entends qu'elle veut continuer, qu'elle veut rester. C'est important pour elle. Très bien. Nous, on va regarder ce qui est important pour les Lillois, et je crois que c'est ce que veut porter Violette Spielbout en ouvrant très largement son propos. Et elle dit voilà, il y a une vraie réflexion environnementale à avoir pour la ville de Lille. Eh bien, c'est son propos. Eh bien, je l'entends. Patrick Kanner, vous aviez dit que ce scrutin sera un test pour le PS. Le test est-il concluant à vos yeux ce soir ? Oui, au niveau national et au niveau régional et départemental, c'est manifeste. Quand je regarde les résultats de nos élus sortants, il y a une confiance qui a été très largement renouvelée, même avec de bonnes surprises. Je pense dans le Nord à Grande-Synthe, où notre candidat Martial Belliard a gardé cette ville. Elle n'était pas socialiste initialement, elle était dans les mains de Damien Carême. C'était pas évident, il l'a gardée. La gauche rassemblée reprend Fâche-Tuménil. Monsieur Lebas, sur la liste de Madame Spielbout, a été de fait battu par contumace, si vous me permettez l'expression. Donc voilà, vraiment ce sont de bons résultats. Et je tiens quand même à dire, puisque j'ai visité les 37 bureaux de vote de mon canton, que j'ai vu à Lille ce matin quand même une très forte abstention dans les quartiers populaires. Et je pense que s'il y a un second tour, encore une fois, dimanche prochain, ce sera un des enjeux, c'est de montrer que finalement, les quartiers populaires ont eu peur des annonces hier du Premier ministre. Et on peut se poser d'ailleurs la question fondamentalement du en même temps, Monsieur le ministre. Pouvait-on tenir sérieusement ces élections municipales ? C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi jeudi matin, le Premier ministre nous réunit en disant mais tout va bien, tout est sous contrôle, il y a assez de lits de réanimation, il y a des masques. Vous y étiez ? Je n'y étais pas, on m'a ramené l'information, je devais y être, mais j'étais sur le terrain à Lille, mais j'ai eu tous les comptes rendus. On nous rassure jeudi matin. Jeudi soir, nouveau discours inquiétant les Français. Hier soir, un nouveau discours. Pourquoi ne pas avoir tout rassemblé à un moment donné pour dire aux Français eh bien, ces élections ne peuvent pas se tenir dans de bonnes conditions. Et on l'a vu avec le taux d'abstention. Et ça aurait été responsable, Monsieur le ministre. Et je vous interpelle comme membre du gouvernement. S'il ne fallait pas tenir ces élections, eh bien, il lui fallu les annuler, en tout cas les reporter dès mercredi au jeudi dernier. Et moi, je pense qu'on doit la vérité aux Français, qu'on doit la transparence. Et aujourd'hui, les Français sont inquiets. Et ils l'ont montré par leur abstention. Je ne dis pas que le scrutin est insincère. Mais néanmoins, il y a une interrogation aujourd'hui. Et comme ces élections de dimanche prochain n'auront sûrement pas lieu parce qu'il y aura confinement, sûrement nécessaire, et je m'en félicite, mais pourquoi ne pas avoir fait le confinement dès jeudi dernier pour protéger les Français ? Et là, je considère que le président de la République a une très grande responsabilité vis-à-vis de son peuple, puisqu'il est là au nom du peuple français. Laurent Pietraszewski, vous souhaitez répondre ? Oh, bien sûr. Écoutez, je crois que c'est la difficulté, d'ailleurs, on voit bien dans les propos de Patrick Kanner, qui d'ailleurs lui aussi a été ministre, dans les propos de Patrick Kanner, qu'il est très difficile quand on est en responsabilité politique de parler à la place des scientifiques. Et ceux qui ont un avis pertinent, ce sont les scientifiques en la matière. Ce sont eux qui dictent, d'ailleurs, sur le fond, la ligne du gouvernement en la matière. Et ce sont eux que le gouvernement consulte. D'ailleurs, je dirais très franchement, je sais que Patrick Kanner, qui est quelqu'un de très responsable, le sait. Et il sait que les décisions qui ont été prises par le président de la République et par le Premier ministre l'ont été faites
après consultation du comité de spécialistes, d'épidémiologistes, qui sont, eux, en situation de répondre aux questions qui est pouvons-nous tenir ces élections dans des règles sanitaires correctes pour nos concitoyens? Leur réponse, et jeudi et samedi, a été oui. C'est pour ça que ces élections se sont tenues. C'est comme ça que cela fonctionnera demain encore ou après-demain. Et dimanche, elles ne pourront pas se tenir. Lorsque le Premier ministre questionnera et le Président de la République questionneront ces spécialistes. Le second tour va se tenir dimanche prochain. Dans les yeux, vraiment dans les yeux, est-ce qu'il était raisonnable de faire bouger 20 millions de Français aujourd'hui, dans les conditions qui ont été d'ailleurs très bien gérées? Mais 20 millions de Français sont déplacés avec un virus qui se répand à une vitesse exponentielle, et nous le savons, et qui va sûrement nous amener à un confinement la semaine prochaine, et qui donc va annuler, en tout cas au moins reporter le second tour. Est-ce que tout cela, pour une respiration démocratique que j'appelle de mes voeux, n'est pas quand même incompatible avec la réalité sanitaire de notre pays? Voilà, vous n'êtes pas ministre de la Santé, je ne suis plus ministre, c'est vrai. Je ne sais pas quelles auraient été les positions prises à l'époque par François Hollande, s'il avait été confronté à une telle situation. Sans doute les mêmes en responsabilité, de questionner les spécialistes. Quand le président de la République demande à certains hommes politiques de droite, d'ailleurs, s'il faut tenir ou pas les élections, c'est qu'il a un doute. Eh bien, moi, je pense que le doute aurait dû profiter aux Français et que peut-être nous aurions dû reporter ensemble, et je dis bien ensemble, toute la classe politique, sur la base de la transparence des informations, reporter les élections. Elles ont lieu. Je respecte, je dirais, le courage des Français, de tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote, mais vraiment, je m'interroge sur les risques que nous avons fait prendre à notre pays aujourd'hui. Et je rappelle que le nombre de cas a fortement augmenté dans les Hauts-de-France ces dernières heures. Mais la réponse au sénateur Patrick Kanner, elle a été donnée. Elle a été donnée par des gens qui ont la compétence, que ni d'ailleurs Patrick Kanner ni moi n'avons, qui répondent. C'est bien pour ça qu'il y a des spécialistes, des épidémiologistes, qui répondent à ces questions et qui ont dit que nous pouvions tenir ce scrutin, et c'est pour ça qu'il s'est tenu. Oui, mais en tout cas, on le constate, il y a quand même beaucoup de perplexité ce soir. Christelle Massin, vous avez de nouveaux résultats pour nous. Oui, Bernard, on va s'arrêter un instant à Croix, où Régis Koch d'Hiver Droite briguait un troisième mandat. Face à lui, trois candidats. On découvre son score, 47,7%, loin devant le candidat de La République En Marche, Alexandre Delille. Régis Koch qui réalise, on va dire, quasiment le même score qu'en 2014. Direction Gemont à présent, et voilà, la réélection très, très facile dès le premier tour de Benjamin Saint-Huil pour l'Union de la gauche, alors qu'un duel l'opposait à Philippe Bier. À Marc-en-Barœul, il a été élu dès le premier tour. Bernard Gérard et sa liste Les Républicains, avec plus de 73% des suffrages. Il améliore même son score de 2014, et on peut dire que son échec aux législatives ne l'a pas fragilisé. À Merville, ils sont trois à se disputer la place et à se partager les suffrages. Joël Dhuicq, le maire sortant, est mis en ballottage. Joël Dhuicq d'Hiver Droite avec 38,8% devant Jacques Parent. Il faut dire que Martine L'Orphelin était venue bousculer ce duel. Et puis, eh bien, partons maintenant à faire un point du côté de Daumont. Toute la question, Joël Wilmotte allait-il décrocher un 6e mandat? Maire depuis 89, habitué des victoires au premier tour. Eh bien, c'est son fils qui a bousculé un scénario écrit depuis des années. Joël Wilmotte, vous le voyez, arrive en tête avec 46,8% des suffrages, devant son fils Stéphane Wilmotte, qui recueille 37,5% des suffrages, suivi de la liste d'Anthony Larocque. Merci beaucoup Christelle. Véronique, vous souhaitiez réagir. Oui, cette histoire d'Aumont de père et fils, des divisions entre père et fils. Alors il y en a d'autres sous la forme, en revanche, de mère de père en fils. Des histoires de famille. Los Angoel, non? Alors les Caron.
le père socialiste Marcel, le fils qui brillamment élu, là avec 88% des voix, Jean-François, les Dagbert à Barlin, le père, patron du département, et le fils qui vient d'être élu, les Trony à Billy-Montigny, quoi qu'il y ait encore une partielle, donc il faut attendre. Et puis dans le Nord... Mère et fille, ça marche aussi ou pas? Mère et fille, il n'y en a pas, figurez-vous, je vous parlerai des femmes si on a un peu de temps plus tard, parce que les femmes, on les cherche et on ne les trouve pas, à part Martine Aubry et Natacha Bouchard, pour l'instant réélue. Enfin, il y en a quelques autres, mais pas tant que ça. Il n'y en aura pas plus cette fois-ci. Merci Véronique, on essaiera d'en parler. Pour le Nord, ça sera pour après. Dans la prochaine partie. Merci à tous. On se quitte encore 15 petites minutes pour voir ce qu'il se passe ailleurs en France. On se retrouve à 22h15 pour la suite et fin de cette soirée exceptionnelle dans le Nord et le Pas-de-Calais. On reparlera des surprises de cette soirée dans un contexte encore une fois inédit. À tout à l'heure, je compte sur vous.